Ce soir, le sujet est « La famille est-elle en crise ?» et nous avons le plaisir d'accueillir un psychiatre, Serge Effez, qui est responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons un deuxième psychiatre, Marie-Rose Moreau, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et professeur à l'université Paris 13. Et nous avons enfin un sociologue, Michel Bozon, qui est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Alors, comme pour les conférences des semaines précédentes, chacun, dans l'ordre que je viens de dire, fera un exposé d'une vingtaine de minutes et ensuite, on vous donnera la parole pour des questions. Donc, je donne la parole à Serge Effez. Merci bien. Merci beaucoup et merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Deux petites remarques préliminaires peut-être. La famille est-elle en crise? Entendons-nous sur le mot crise. La crise, c'est pas seulement de la bagarre, c'est pas seulement des manifestations très bruyantes. La crise, c'est avant tout un processus de transformation. Alors, si la question posée est la famille est-elle en transformation? Certainement. Si cette transformation ne se fait pas sans bruit et sans douleur, certainement aussi. Et une deuxième remarque qui est ce que je remarquais tout à l'heure sur le petit programme qui commence par « tout le monde sait ce qu'est une famille ». Ça, j'en suis pas si sûr. Je donnais l'autre jour un cours à Sciences Po aux élèves de dernière année et je leur ai posé la question, je ne vais pas le faire ici parce que vous êtes très très nombreux, mais au fait pour vous, qu'est-ce que c'est une famille? Et j'ai eu tellement de réponses et tellement de réponses différentes et tellement de réponses contradictoires que peut-être ce simple questionnement, qu'est-ce que c'est qu'une famille, est effectivement qui nous laisse aujourd'hui en proie à un certain doute et un certain flou de définition. Alors, je vais commencer par deux exemples personnels, tiens, que je vous propose de prendre dans ma famille. Je commence par mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Rachel, elle vivait dans une petite île de la Méditerranée. Rachel, comme toutes les femmes de sa famille, a été mariée, a été promise dès le jour de sa naissance à un de ses cousins germains. Dans ma famille, les femmes épousaient soit leurs oncles paternels, soit leurs cousins germains. C'était la tradition familiale. Et de cet homme, elle a eu à peu près une dizaine d'enfants, dont 7 ont survécu. Toute sa vie quotidienne était dictée par un certain nombre de rituels religieux notamment, mais aussi de rituels sociaux sur ce que c'est que le rôle d'une femme, ce que c'est comment une femme doit s'occuper de ses enfants. Elle aimait son mari puisque le destin était d'épouser cet homme. Elle l'avait toujours trouvé un petit peu violent, un petit peu brutal, mais de toute façon, quel autre choix avait-elle que de mener sa vie d'épouse, de famille, le plus scrupuleusement possible selon les normes que lui dictaient à la fois les règles de sa famille, les règles de la société et les règles de sa religion. Cette famille, dans laquelle vous aurez reconnu la famille traditionnelle, avait une définition très simple. La famille, c'était avant tout un lignage, c'est-à-dire des transmissions à travers des générations, d'une histoire, d'une culture, d'une religion. Dans ces familles qui correspondent à ce qu'on pouvait appeler les sociétés holistes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, eh bien, le libre choix des individus ne se posait que très peu. Chacun respectait les institutions sociales, les institutions religieuses et l'institution familiale en tant que telle. Et la famille était bien sûr un rouage de la société. Et prenons aujourd'hui l'arrière-petite-fille de cette femme, qui est une cousine éloignée à moi. Eh bien, elle est mère célibataire d'un enfant qu'elle est allée adopter au Vietnam, dans un projet de parentalité, de monoparentalité avec cet enfant. S'agit-il d'une famille, cette mère et cet enfant? Oui, bien sûr, il s'agit d'une famille, il s'agit d'une petite cellule familiale. Pourtant, il n'y a pas de parents biologiques, il n'y a pas de lien de consanguinité, il n'y a pas de père, mais bien évidemment, il s'agit d'une famille, d'une autre forme de famille. Et puis, cette jeune femme, au bout de quelques années où elle élève cet enfant, tombe amoureuse d'une autre jeune femme. Et cette jeune femme, elle, est aussi mère d'un enfant, d'un petit garçon, et elle vient de divorcer du père de cet enfant, d'une première union, donc, une union habituelle, disons, d'une famille biologique banale. Et de cette histoire d'amour, ces deux jeunes femmes s'installent ensemble. Le petit garçon et la petite fille s'appellent immédiatement frère et sœur.
et une nouvelle cellule familiale se crée. Cellule familiale composée de 2 mères, 2 enfants, deux enfants qui ne sont liés par aucun lien de consanguinité, mais pour qui la conviction est évidemment établie qu'il s'agit d'un frère et d'une sœur et que les 2 mamans avec qui ils vivent constituent leur famille, de même que le père biologique de ce petit garçon qu'ils continuent à voir pendant les week-ends et pendant les vacances. Alors, je vous donne bien évidemment ces 2 histoires pour insister sur une première transformation de la famille, qui est sa transformation de forme, bien évidemment, et qui n'échappe à personne. Transformation de forme qui est liée d'une part à la montée en puissance des démariages, pour reprendre un terme d'Irène Théry, et des remariages, du démantèlement entre la procréation et la sexualité, et surtout au fait que la famille se dégage de plus en plus de ce qu'il a fondé auparavant, c'est-à-dire une institution rouage de la société, des contraintes institutionnelles qui enserraient la famille dans un certain nombre de règles et de contraintes, pour devenir le lieu d'une pure liberté, pure, peut-être relativement pure, Michel Bozon nous en parlera tout à l'heure, mais en tout cas marquée dans ses représentations du libre choix, des affinités électives et du fait que la famille est un groupe temporaire où un certain nombre d'individus reliés par des liens affectifs choisissent de vivre à un moment du temps, quels que soient les liens de consanguinité qui existent à l'intérieur de ce groupe. Ce changement est bien évidemment considérable. Il est considérable et il est très récent. Si on essaye de placer au cœur de ce changement des morphologies familiales le processus qui s'est mis en place, eh bien, ça n'est pas tant autour de ces modifications de forme qu'autour d'une modification de fond extrêmement importante qui a été apportée en 1789 par la Révolution française et par l'arrivée de la démocratie, c'est-à-dire l'individualisation des individus. Nous sommes passés, avec l'avènement de la démocratie, d'une société qu'on pourrait caractériser de société holiste, c'est-à-dire de société tournée vers les groupes, à une société individualiste, c'est-à-dire une société tournée vers les individus. Les sociétés holistes continuent d'exister à l'heure actuelle. Ce sont les sociétés traditionnelles, et les sociétés occidentales fonctionnent de plus en plus sur ce modèle de l'individualisme. L'individualisme, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individus dans les sociétés holistes, bien évidemment, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de famille et qu'il n'y a pas de groupe dans les sociétés individualistes, mais ce qui est mis au cœur du débat, au cœur de la réflexion, au centre de l'attraction, eh bien, c'est dans un cas que on pourrait dire que l'humain, dans le cas des sociétés holistes, il est dans le groupe et dans les finalités du groupe, et que dans l'autre cas, dans les sociétés individualistes, l'humain, il est dans l'individualisation des individus et dans le fait que chaque individu se doit de créer son propre destin et de fabriquer ses propres outils, ses propres règles et ses propres conceptions par rapport à la vie qu'il va vouloir mener. Autrement dit, dans un premier cas, on peut dire que l'individu, il est à l'intersection de questions de caste, de filiation, de sexe, de rang de naissance, etc. et de tout un tas de règles qui donnent une forme à la famille, qui lui impriment un destin, et ce destin, il va avoir pour tâche de l'interpréter, comme on interprète une partition musicale qui est déjà écrite. Alors, il y a des milliers d'interprétations, mais on reste dans les règles de la partition. Et dans l'autre cas, on est face à un individu qui va inventer son destin et trouver lui-même les notes et la partition qui vont lui correspondre. La Révolution, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on coupe la tête au roi, comme vous savez, ce qui donne un premier coup au patriarcat, et surtout, le roi qui est le représentant de Dieu, l'importance de la religion sur la famille devient beaucoup moins importante. Et on instaure à ce moment-là le mariage civil qui se veut correspondre à la démocratie, c'est-à-dire au libre choix des individus qui contractent le mariage civil. Et pourtant, est-ce que
à ce moment-là, la famille devient une famille d'individus? Certainement pas. Si on se penche sur cette question, on voit que de façon très, très étonnante, et Irène Théry l'a très bien développé dans un article récent, eh bien, qu'il faudra 2 siècles à la famille pour cesser d'être une famille holiste, régie par certaines règles, pour devenir une famille d'individus. En effet, malgré l'avènement de la démocratie et de sa liberté, son égalité, sa fraternité entre tous les citoyens, il n'échappe à personne que cette liberté, cette égalité, cette fraternité est très relative et qu'elle concerne surtout les hommes dans la société et très peu les femmes. En fait, s'il y a un changement majeur qui s'est mis en place dans la transformation de la famille depuis cette époque et depuis 2 siècles, c'est ces 2 siècles qu'il a fallu laisser passer pour que l'égalité des sexes se mette plus ou moins réellement en place. Alors je ne vous dis pas qu'elle est réellement en place dans les faits, mais qu'en tout cas, elle est en place dans la loi, ce qui est quand même quelque chose. Si on y réfléchit, moi, quand j'étais enfant, par exemple, eh bien, une femme pour travailler devait demander l'accord de son mari, pour ouvrir un compte en banque également. Ma grand-mère n'avait pas le droit de vote, etc. Donc on voit que c'est quand même des transformations qui sont extrêmement récentes. J'en prendrai 3 pour marquer ce qu'a été réellement le tournant de la famille, et ça date pas de si loin, ça date des années 70. En 1970, il y a une loi extrêmement importante qui est l'abolition de la puissance paternelle au profit de l'autorité parentale conjointe. C'est le premier pas dans la loi qui marque réellement l'égalité des hommes et des femmes, des pères et des mères par rapport à la cellule familiale. Autrement dit, la cellule familiale n'est plus sous l'autorité du père qui lui donne ses inflexions et ses directions, mais sous l'autorité conjointe des parents. Deuxième loi 1972, donc c'est pas très loin, elle instaure l'égalité des filiations naturelles et des filiations légitimes. Ça aussi c'est fondamental, parce que ça déplace complètement l'importance du mariage. C'est-à-dire que la famille, et dans ce que la famille instaure comme filiation et comme filiation légale, eh bien ça n'est plus dicté par les règles du mariage civil, comme c'était voulu par le Code Napoléon en 1804, mais par le fait que tous les enfants issus d'un lien de filiation naturelle avec un père ou une mère ont les mêmes droits et sont reconnus à égalité comme étant les enfants de ce père et de cette mère. Et enfin, en 1975, le divorce par consentement mutuel qui transforme le mariage en une simple contractualisation. Alors, ces 3 textes à la suite des autres aboutissent au fait que la famille, de plus en plus, devient le lieu d'un libre choix et d'un libre choix égalitaire entre 2 contractants, au départ de sexes différents, et puis à l'heure actuelle, on en parle aussi de plus en plus par rapport à des individus du même sexe, qui, au nom d'affinités électives, au nom d'un choix amoureux et d'un libre choix amoureux, décident de fonder cette famille. Famille qui, du fait de cet individualisme et de ce libre choix, est de plus en plus soumise au démariage, c'est-à-dire, ou en tout cas à la décontractualisation de la relation conjugale. Et c'est là l'autre changement majeur, c'est qu'évidemment, les familles se décomposent et se recomposent à des rythmes qui sont de plus en plus élevés et qui transforme complètement la représentation que nous pouvons avoir de la parenté, des rôles des pères et des mères, qui s'éloignent de plus en plus de leur cadre naturaliste, naturel, pour devenir de plus en plus un cadre social et un cadre affectif. Donc, cette société du libre choix, du c'est mon choix, supporte de moins en moins les contraintes, et notamment les contraintes de la loi, qui viendraient lui dire de quelle façon est-ce que la famille doit se comporter pour être définie comme une famille. Et là, il y a un changement législatif extrêmement important qui se met en place, c'est que ça n'est justement plus le couple en tant que tel, par les liens du mariage ou par le contrat qui les unit, qui fondent la famille, mais de plus en plus, les textes de loi tournent autour de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Et que c'est ça qui devient au centre des débats, que ce soit les débats des législateurs ou le débat des spécialistes de la famille. C'est-à-dire, au nom de quel intérêt de l'enfant, au nom de quel droit de l'enfant, au nom de quel bien-être psychologique de l'enfant, est-ce qu'on va définir une famille comme famille ?
cette donnée qui place l'enfant au cœur de son bien-être inverse complètement la logique de la famille. Autrement dit, c'est de plus en plus, on pourrait dire, les enfants qui deviennent fondateurs de la cellule familiale, et les droits de l'enfant et le bien-être de l'enfant qui supportent l'architecture de la famille. Ce qui paraît évident dans les familles recomposées, puisque dans les familles recomposées, ce sont les liens de fraternité qui fondent l'édifice même de la famille autour d'eux, c'est-à-dire que, par exemple, 2 enfants qui n'ont aucun lien de consanguinité peuvent faire graviter autour d'eux 4 à 6 adultes qui sont reliés à eux par des liens de filiation et par des liens de mariage. Donc, ce côté famille du petit poucet qui pousse à l'envers, 2 enfants qui se rencontrent et qui ont 6 ou 7 parents, eh bien, il n'existe pas que dans ces situations de recomposition ou d'adoption ou de procréation médicalement assistée, mais aussi fondamentalement autour du fait que ce qui donne sens, ce qui donne corps à la famille, c'est ce bien-être psychique de l'enfant. Et que, encore une fois, la législation va tourner autour de ça. Mais cet accent qui est mis sur le bien-être de l'enfant, et dont on ne se plaindra pas, bien évidemment, il renforce encore cette question de l'individualisme dans la famille. Autrement dit, un homme, une femme, très fortement marqués par leur individualité, fondent des familles dans lesquelles ils individualisent de plus en plus des enfants en ayant à cœur que ces enfants réussissent leur destin, réussissent leur existence et accomplissent leur destin d'individu individualisé, non pas tant en l'éduquant, mais en essayant de lui transmettre un bien-être, de lui transmettre une affection et d'essayer de l'aider à déceler sa propre originalité et de l'aider à son propre épanouissement psychique. On voit qu'on est dans un projet qui est tout à fait différent. La famille devient de moins en moins, encore une fois, le lieu de l'institution et de la transmission, c'est-à-dire un lieu vertical, et de plus en plus un lieu horizontal où les individus qui la composent, parents comme enfants, ont à cœur de s'épanouir et d'être bien ensemble et de s'aimer. Alors c'est un très joli projet familial, bien évidemment, de s'aimer tous ensemble. Mais on sait bien à quel point ça fragilise aujourd'hui la structure de la famille, parce que rien n'est plus fragile que les liens affectifs. Les liens affectifs deviennent fragiles, bien évidemment, au niveau des couples. Et encore une fois, la fréquence des démariages n'échappera à personne. Mais aboutissent au fait que le couple conjugal se détache de plus en plus comme projet du couple parental. Autrement dit, les liens de filiation continuent d'exister, les parents continuent d'aimer passionnément leurs enfants et de vouloir leur bien, et sans doute de plus en plus, et sans doute d'une façon de plus en plus équivalente entre les pères et les mères, mais ce projet d'aimer et de faire grandir un enfant se détache de plus en plus du projet familial tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire du projet de mariage et du projet de couple. Donc, tout ça crée à l'intérieur de la famille, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais, sur quoi je voulais arriver, une certaine, on pourrait dire, une certaine insécurité des liens. C'est-à-dire que jamais les liens n'ont été aussi forts, jamais les liens n'ont été aussi investis, jamais les épanouissements psychiques des individus n'ont été autant au cœur du débat, et en même temps, l'absence d'ossature institutionnelle pour faire tenir ces liens ensemble, qui n'existent plus, rend les phénomènes affectifs de plus en plus insécures et de plus en plus aléatoires. Pour résumer les choses, on peut dire que la contrainte institutionnelle, telle qu'elle se pratiquait au temps de ma grand-mère Rachel, eh bien, elle permettait le conflit. C'est-à-dire qu'elle permettait de s'opposer à ces règles, à ces lois et à ces contraintes. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Freud invente la psychanalyse, quand la famille commence à essayer de s'émanciper des carcans de la morale, de la religion, du patriarcat, etc. Mais maintenant, on en est très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de contraintes institutionnelles, mais il y a une nouvelle religion qui est celle de l'amour et de l'affection.
et de la férocité de l'affection dans la famille. Et pour s'opposer à la contrainte affective, eh bien, ça n'est plus le conflit qui rentre en jeu, mais c'est la violence. La violence, soit la violence que des adolescents retournent contre eux, soit une violence qui s'exprime à l'intérieur de la famille. Et on est dans ce paysage que j'observe de plus en plus dans ma pratique de thérapeute familiale, auprès de familles qui parfois vont très mal, c'est que ce dont souffre la famille, ça n'est plus tant... Bien sûr, il y a encore des familles maltraitantes, il y a encore des familles où on se rejette, il y a encore des familles où les enfants sont maltraités, battus, abusés sexuellement, etc. Je ne nie pas du tout ça. Mais ce que je vois de plus en plus sont des familles où, au contraire, la contrainte des liens affectifs, la contrainte de cette projection idéalisée de l'adulte dans l'enfant fait que les processus de séparation deviennent de plus en plus violents et de plus en plus indécidables, avec des adolescents qui retournent contre eux cette violence sous forme d'anorexie, sous forme de toxicomanie, sous forme de fugue, sous forme de phobie scolaire. Et ce qui se joue là, encore une fois, ça n'est pas tant la maltraitance en tant que telle, mais c'est des familles dont le projet n'est plus d'être un lieu de passage pour permettre aux enfants de quitter le nid, de quitter leurs parents, de se détacher, de se séparer, mais au contraire, des enfants qui sont surinvestis parce que le seul projet de ces parents, c'est ce projet affectif et ce projet familial. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus, et puis, bon, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on y reviendra dans la discussion. Merci beaucoup. Vous avez été bref et tenu dans les 20 minutes. Je vous en remercie beaucoup. Marie-Rose Moreau, la parole est à vous. Merci. Alors effectivement, je pense que ça va être tout à fait en complémentarité avec ce que Serge a dit, qui est effectivement très, très important, sur lequel je ne vais pas revenir. Je vais simplement, moi, faire un mouvement complémentaire de celui que Serge vous a proposé. Alors, ce mouvement, je vais le faire à partir de ma pratique quotidienne. Alors, je dois vous dire que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis donc effectivement pédopsychiatre à l'hôpital Avicenne, et dans cette... Non, non, vous ne vous préoccupez pas de mes images. Oh non, 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 je vais gérer les images. Ah, par contre, vous ne les voyez pas. Ah, excusez-moi, je croyais que vous les... Je crois qu'il faudrait que là-haut, la régie s'en occupe. Parce que ça, je pensais qu'on voyait le... Je voulais que vous... Voilà, c'est ça. Je voudrais... Ah oui, mais alors du coup, après, moi, je ne vois plus. Non, mais vous utilisez ce bouton-là, oui. Bon, ça fait rien, on va faire avec. De toute façon, les images, c'est pour contextualiser. Je voudrais vous montrer, parce que je voudrais vous faire un petit voyage. J'étais en train de vous dire, oui, que moi, j'avais beaucoup de... Ah oui, ça passe tout seul sans que je bouge. Oh là là. Ça va me dépasser rapidement, ces images. Alors, je disais que j'avais beaucoup de chance, parce que je m'occupe donc à l'hôpital Avicenne d'une consultation où je reçois les familles migrantes. Je reçois toutes les familles, mais parmi ces familles, les familles migrantes et leurs enfants. Et c'est à partir donc de ces rencontres que je vous propose un regard, d'abord un regard par l'ailleurs sur la question de la famille, de la place de l'enfant dans la famille et de la pluralité des familles. Donc un détour par l'ailleurs pour pouvoir un petit peu disons, se décentrer, décoller de sa propre représentation de la famille. Ensuite, on fera la même chose, mais sur la famille, disons sur le même regard, mais posé sur des modifications actuelles de la famille ici. Et puis, à partir donc de ce double voyage, quelques éléments concernant on essaiera de conclure provisoirement sur cette notion de crise de la famille. Alors, je disais que j'avais de la chance parce que, effectivement, je crois que ce détour par d'autres représentations de la famille, d'autres expériences, d'autres manières de vivre la famille, nous oblige à passer d'une sorte de singulier, la famille,
Serge disait, c'est quoi la famille? Alors c'est vraiment pas simple, mais c'est quoi de passer d'une réponse simple, c'est ça, oui, c'est ma famille, ça, hein, ou c'est parfois la représentation d'une sorte de famille idéale qui parfois n'existe quasiment plus dans certains endroits, mais c'est quand même ça, la famille. Donc de passer de cette idée-là, d'une représentation au singulier de la famille à quelque chose de pluriel, et ce passage du singulier au pluriel, en fait, me semble-t-il, donne plus de liberté pour comprendre cette formidable transformation de la famille partout, ailleurs, ici, hier et aujourd'hui. Donc, premièrement, du singulier au pluriel, et deuxième mouvement, une sorte de mouvement de complexité, hein, de montrer effectivement ces allers-retours entre filiation, hein, Serge a prononcé ce mot, évidemment, l'inscription verticale, je reste la fille, le fils de... même si je traverse différents contenants familiaux, mais complexité dans la mesure où, bien sûr, il y a la question de la filiation, mais pas seulement, celle aussi des affiliations, des appartenances. Parce qu'il me semble que la famille, comme l'individu, mais la famille actuellement, se trouve au centre d'un processus, donc vertical, filiation, et horizontale, affiliation, appartenance. Et c'est quoi mes appartenances? Eh bien, c'est ces différentes familles que je vais traverser, ces différents modèles, ces différentes images, ces différents berceaux. Et puis, c'est aussi des éléments, par exemple, sur le regard qu'on a sur ma famille. Je vais beaucoup vous parler de ça à travers deux histoires. Le regard qu'on porte sur l'altérité de ma famille, sur la manière, mon expérience à moi de la famille. Mais c'est aussi le regard des médias, des intellectuels, de ceux qui posent des idées ou qui disent justement, par exemple, les psychanalystes qui disent qu'est-ce qui fait du bien aux enfants et qu'est-ce qui éventuellement n'est pas suffisant ou pourrait même les blesser. Donc je crois que, vous voyez, ces affiliations, c'est bien évidemment des appartenances culturelles et sociales, mais c'est aussi tout un ensemble de regards portés en bribes, mais portés sur les différents modèles familiaux. Et je crois que je suis particulièrement sensible à cette complexité parce que justement, il m'est donné tous les jours de rencontrer ces familles et que ces familles, non seulement, elles viennent, bien sûr, parce il y a une souffrance, il y a une douleur, mais lorsqu'elles viennent et lorsqu'elles s'installent dans la relation avec nous, elles disent souvent l'importance de ce regard sur elles-mêmes et comment ça modifie d'ailleurs même la structure même des familles parfois et que ça les rigidifie dans certains cas. C'est-à-dire que le fait qu'on porte un regard sur elles qui est un regard où... Mais c'est pas ça la famille, hein. Par exemple, une mère, on n'en a qu'une. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. Sur une mère, on n'en a qu'une. Et bien moi, je peux en avoir deux éventuellement des mères. Alors qu'est-ce que ça transforme de mon expérience? Alors commençons par ces deux histoires, parce qu'après ça sera peut-être plus concret, cette notion de filiation et affiliation et cette complexité qui se noue dans la structure familiale. Alors donc la première histoire concerne Fatou. Alors Fatou, je l'ai pas rencontré à ma consultation. En réalité, je l'ai rencontré dans une école parce que nous faisions une étude il y a pas longtemps sur les enfants de migrants qui réussissent bien à l'école. C'est-à-dire ceux qui quelles sont les stratégies utilisées par un certain nombre d'enfants de migrants pour dépasser la vulnérabilité dans laquelle ils sont mis du fait de la situation transculturelle et pour acquérir une créativité qui s'exprime de différentes manières, dont par exemple la question scolaire, enfin une sorte de plaisir à apprendre et à s'approprier le savoir de l'autre et en faire quelque chose qui a un sens pour soi. Et alors donc cette petite, je l'ai d'abord rencontrée dans la cour d'école et ensuite, c'est cette rencontre que je vais vous raconter. Ensuite, elle a amené sa famille en consultation. Alors, ma première rencontre avec Fatou, donc, se fait dans une salle de classe. Fatou fait partie des enfants qui réussissent particulièrement bien à l'école. Mais quand je me suis présentée dans cette classe, j'ai dit que j'étais pédopsychiatre, donc j'ai expliqué ce que c'était qu'une pédopsychiatre. Et j'ai dit aussi qu'à ma consultation venaient des familles d'Afrique et d'ailleurs, et qu'on pouvait parler dans sa langue maternelle. Donc voilà ce que j'ai dit à Fatou. Fatou, donc ensuite c'est la récréation, je sors avec les enfants et là Fatou m'appelle et elle me dit Madame, est-ce que je peux vous parler?
bien sûr. Est-ce que je peux vous parler sans que vous le racontiez à la maîtresse? Alors là, j'étais un peu plus embêtée. Je lui dis, écoute, si tu me racontes des choses que la maîtresse devrait savoir, alors il faut que tu me donnes l'autorisation de les dire à la maîtresse. Parce que je voulais pas me mettre en situation déloyale ou contradictoire, quoi, par rapport à la maîtresse. Et elle me dit, d'accord, mais tu lui raconteras à la fin de l'année. Bon, d'accord. OK pour ce délai entre le moment où je la rencontre et la fin de l'année. Et alors, elle me raconte la chose suivante. C'était donc l'année dernière. Elle me raconte que au moment de la fête des mères, la maîtresse a dit, vous allez faire le plus beau dessin, un dessin qui doit être créatif, qui doit être original, où on doit voir la marque de ce que vous êtes pour votre mère. Et dans ce dessin, vous devez faire attention non seulement au contenu, mais aussi à la forme, à la beauté, à l'esthétique. Et ça doit être un dessin authentique, dit la maîtresse. Alors Fatou, je vous ai dit que c'est une petite fille intelligente. Alors elle perçoit tout de suite la question de l'authenticité. Hein, c'est-à-dire elle se dit, il faut donc que ça corresponde exactement à mon expérience de ce que c'est qu'une mère. Et par ailleurs, je vous ai dit aussi qu'elle était attachée à sa maîtresse, hein, pour sans doute plusieurs raisons, mais un attachement véritable à la maîtresse. Alors, elle décide d'être authentique et de dire exactement ce que c'est, de faire un dessin pour ses mères, puisqu'elle en a plusieurs des mères. Effectivement, Fatou, elle est donc alors je vous raconte l'histoire que j'ai reconstituée complètement à la consultation, mais qu'elle m'a racontée qu'en petits morceaux au moment de la cour de récréation. Fatou, donc c'est la 6e fille de sa mère, de celle qu'il a mis au monde, de la mère biologique. 6e, avant elle, il y a des filles et des garçons. Et puis, elle a cette particularité. Donc, la famille de Fatou, c'est bien du Mali. Le papa est en France depuis très longtemps. La première maman est en France depuis un petit peu avant la naissance de Fatou. Et donc ils sont bambara, le monsieur et madame sont bambara, et ils sont tout à fait, monsieur a construit une famille en France avec détermination, courage et beaucoup de présence et d'affection auprès de ses enfants. Et puis quand il a eu le sentiment que cette famille-là était à peu près organisée, un peu fixée, qu'elle avait pu à la fois s'inscrire dans ce nouveau monde et puis construire un système d'appartenance et d'affiliation, il a eu le besoin, et monsieur raconte que c'est un besoin, lui il pense que c'est un besoin qui est lié à l'importance pour lui de faire des liens avec les choses du pays à cette période de sa vie, où il est sorti d'une stratégie de survie, quoi, ce qu'il a pendant longtemps vécu comme ça. Donc il a décidé de prendre une deuxième épouse, avec l'accord de sa première épouse, qui a choisi d'ailleurs la famille dans laquelle il fallait prendre une seconde épouse. Donc on pourrait dire que d'un point de vue anthropologique, là, le choix de cette deuxième épouse s'est fait, on va dire, dans une sorte quand même de souplesse. Et la jeune femme qui a accepté d'être la seconde épouse, c'est une jeune femme qui a été à l'université à Bamako, qui parle extrêmement bien le français et qui est arrivée donc en France dans la famille au moment où Fatou venait de naître. Et elle a cette deuxième mère qu'elle appelle petite mère, s'est attachée à cette petite fille qui lui a été d'une certaine façon confiée. Fatou, elle décrit qu'elle a deux mères. Elle a une mère, celle qui a l'autorité, parce qu'il n'y a pas que les pères qui ont l'autorité, il y a une mère. En tout cas, dans la famille de Fatou, sa maman a l'autorité, c'est celle qui dit, qui marque les limites. C'est celle aussi qui dit quelque chose du monde de l'Afrique.
et qui est garante d'un certain nombre de contenants par rapport à la question de la nourriture, de la beauté, de la manière de s'habiller des enfants et tout ça. Et puis la seconde, la petite mère, elle est plutôt du côté... on disait tout à l'heure c'est difficile, mais du côté de l'affect, d'une tendresse, d'une sorte de rencontre merveilleuse, délicieuse, on va dire, entre cette deuxième femme et la petite Fatou. Et cette femme, cette deuxième épouse, va aussi servir de lien avec l'extérieur, parce que elle va, disons, guider Fatou dans ce monde français. Et elle va permettre à Fatou, c'est d'ailleurs à mon avis un des facteurs de la réussite, cet équilibre, à investir le monde extérieur à petite dose, accompagné, tout en ayant une sorte de sécurité très forte de ce qui se passe à l'intérieur de la maison, et on va dire du monde d'avant, par la mère, par sa mère, par sa première mère. Et Fatou va grandir dans quelque chose qu'elle va considérer comme sa famille, au sens presque naturel du terme. Famille, c'est toujours construit, la preuve. Je suis en train de vous parler d'un autre modèle familial, mais c'est toujours construit, c'est une co-construction, ça bouge, et puis la migration participe à ces constructions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fatou a grandi avec l'idée que c'est ça une famille, quoi. Comme ça, une sorte de sentiment ontologique, hein, avec une répartition des rôles, évidemment, un père qui a une fonction très, très importante, mais qui est plus à distance de Fatou que les deux femmes, avec des répartitions. Et puis, bon, bien sûr, elle a commencé à comprendre, hein, et en particulier avec l'école, que c'était un modèle parmi d'autres. Et elle a pensé aussi, elle a commencé à apprendre quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour Fatou, en tout cas qu'elle a vécu douloureusement, comme une sorte de traumatisme à petite dose, qu'il fallait se taire et ne pas trop parler de cette seconde mère, ou alors en parler dans une situation où il y a une sorte de bienveillance absolue, hein, mais ne pas donner flanc à une sorte de critique sur mais une mère on n'en a qu'une, quoi, hein. Et sauf qu'il y a eu des moments comme ça, il y a eu des moments où les défenses de Fatou vont d'une certaine façon un peu tomber avec la relation qu'elle a avec sa maîtresse, qui est foncièrement bonne, cette relation. Simplement, elle est sans doute pas assez contextualisée, mais elle est très du côté de Fatou et du côté de la maîtresse. Parce que la maîtresse, c'est ce qu'elle dira lorsque, à la fin de l'année, on parlera de cet épisode. Et donc, c'est comme si ses défenses, à ce moment-là, vont lâcher, puis qu'elle va dire, bon, bien, puisqu'il s'agit de faire quelque chose d'authentique et de parler de sa famille, je fais donc 2 dessins. Et c'est 2 dessins, très différents d'ailleurs l'un de l'autre. Et c'est là où elle entend, une mère, on n'en a qu'une. Elle l'entend, mais c'est vraiment d'interdicteur. C'est-à-dire qu'on lui dit, une mère, on n'en a qu'une, donc... fait disparaître un dessin, quoi, hein, et elle fait disparaître un dessin qu'elle me refera dans la consultation, hein. Elle redessinera, ce dessin est resté dans sa tête comme une sorte, un peu comme une scène traumatique, c'est-à-dire qu'elle sera capable, quand je lui dirai, eh bien alors maintenant qu'on est là avec ta famille, est-ce que tu pourrais refaire le dessin qui était destiné à ta petite mère, et elle va le refaire d'un trait, sans aucune hésitation, comme s'il était resté, comme une sorte de photographie qu'il y avait dans sa tête, et comme d'expérience traumatique. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que plusieurs représentations de ce que c'est qu'une famille, mais aussi plusieurs expériences qui vont venir comme ça se collapser. Et donc, lorsqu'à la fin de l'année, j'aurai l'autorisation de parler de ça à la maîtresse d'abord est complètement catastrophée qu'une chose comme ça puisse passer. Ce n'était pas son intention. Et c'est là où je vous dis, cette question, la représentation que la maîtresse a, elle, de ce que c'est qu'une famille, mais surtout la représentation de ce qu'un enfant a besoin en termes de famille, c'est-à-dire une sorte de structuration idéale, qui est la nôtre, évidemment, hein, la nôtre, parce que idéal, c'est pour ça que je vous invite dans ce décentrage, une sorte de... Elle a besoin, cette petite fille, elle a tout, elle va réussir, elle est intelligente, elle est créative, elle est courageuse, etc. Et donc, il faut que rien ne vienne, et en particulier pas une sorte de confusion des repères familiaux. Mais de quelle confusion parle-t-on, hein? Est-ce que c'est de la nôtre, justement, ou est-ce que c'est celle de l'expérience de Fatou?
Et je crois que alors je vous dis, Fatou va ensuite amener sa famille et va permettre, bon, on les verra une seule fois. Je crois que cette consultation n'avait que pour but une sorte de retravailler autour de cette scène traumatique, mais Fatou, par son intelligence et sa finesse, a pu montrer quelque chose qui était porté de manière très difficile par l'ensemble de la famille, qui pourtant était assumé à la fois par monsieur, par la première épouse, par la seconde épouse, avec des enfants qui allaient bien, et malgré le fait que, comme ça, il y avait une sorte de structuration qui semblait harmonieuse du point de vue du dedans et du point de vue de chacun des individus, parce que je ne parle pas que de la structure familiale, des individus et des enfants, et au fond, quelque chose qui ne pouvait pas, une sorte comme si des images des familles s'entrechoquaient et avec une émergence de doute, d'angoisse et d'inquiétude. Alors ça, c'était le premier exemple, celui de Fatou, la petite fille joyeuse, parce que par ailleurs, oui, je dis l'essentiel, monsieur. Donc, alors, on aurait pu prendre d'autres exemples que je ne veux pas prendre parce que c'est l'essentiel sur aussi, par exemple, le père. Hein. Les fonctions, nous, on imagine que dans notre structure à nous, familiale, le père, il porte un certain nombre, plusieurs fonctions qui sont reliées, qui sont d'ailleurs à la fois symboliques, fantasmatiques. On peut tout à fait les dissocier. Elles peuvent être portées par un autre homme. Elles peuvent tout à fait être portées par le frère de par mon frère, par exemple, plutôt que par le père de mes enfants. Donc, c'est un autre détour possible. Le troisième détour, mais il y en a plein, parce qu'en fait, la question de la famille, c'est une mine comme ça, hein, d'éléments qui ont l'air évidents, mais qu'il faut déconstruire pour pouvoir se rendre compte combien les choses circulent, se transforment, sont multiples. La circulation des enfants, hein, les enfants, ça circule dans des structurations familiales. Et avec un système de dons et contre-dons, il y a un équilibre qui se fait. Là aussi, hein, une capacité à nous décentrer par rapport à ça. Alors, ce que je disais... Là, je prends les quelques minutes qui me restent, parce qu'effectivement, je parle beaucoup, sur pour nous-mêmes, sur par exemple la place du désir d'enfant dans la constitution de la structuration familiale. Mais Serge en a beaucoup parlé déjà. J'ai été très touchée ces derniers temps non seulement par ce que disent les familles là-dessus, mais aussi par les travaux des philosophes. Par exemple, je pense à Marcel Gauchet, qui a traduit en mots, me semble-t-il, un certain nombre d'expériences cliniques sur qu'est-ce que ça fait aux enfants d'être dans des structures familiales centrées sur la notion de désir d'enfant, avec ce qui va avec, parce que le désir d'enfant, ça veut dire aussi qu'il y a des non-désirs d'enfant possibles, hein, et c'est très bien comme ça. Hein, si à partir du moment où on dit que l'enfant il est là parce qu'on l'a désiré, ça veut dire aussi que tous les autres ne sont pas là parce que on les a pas désirés. Et Marcel Gauchet faisait remarquer dans un article récent que dans les sociétés où où le désir d'enfant est devenu premier dans la structuration familiale, c'est des sociétés comme la France, l'Italie, l'Espagne, où on a de moins en moins d'enfants. Donc la question du désir d'enfant est une question qui fragilise les parents, mais ce que montre Marcel Gauchet, c'est que ça fragilise aussi les enfants. Alors moi, je crois que ça, c'est quelque chose à travailler. Je ne vous donne pas ça comme une sorte d'élément sûr, mais simplement... à mon avis, il faut travailler ces éléments-là à partir justement de la clinique et puis des travaux pluridisciplinaires. Mais ce que je voulais montrer sur cette notion simplement de désir d'enfant, c'est que ça, évidemment, ça interroge également sur la précarité des nouvelles structurations familiales et sur la nécessité d'une complexité sans considérer qu'il y a un modèle qui serait, on va dire, mieux que l'autre. Alors, ces détours par l'ailleurs montrent qu'effectivement la famille, elle est en crise au sens créatif du terme, c'est-à-dire au sens des changements, de la multiplicité, de la pluralité, de la transformation, des métissages. Et moi, je crois que c'est tant mieux comme ça. Voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Marie-Rose Moreau. Donc, la parole à Michel Bozon. Merci donc de m'avoir invité ici. Donc la famille n'a pas fini de changer.
je suis sociologue et je dirais que les sociologues et les démographes ne sont guère portés à dramatiser les changements familiaux contemporains. Dans son livre Sociologie de la famille, par exemple paru en 1981, Martine Segalen critiquait déjà l'idée d'une crise de la famille, l'idée la plus commune, hein, pas l'idée élaborée que vous avez donnée, l'idée d'une crise de la famille, préoccupation plutôt conservatrice, disait-elle, fondée sur la nostalgie d'un âge supposé de stabilité et sur la conviction que la famille est ou devrait être une structure de base de notre société. Dans les années 90 et 2000, une idée tout aussi sommaire s'est mise à circuler, celle d'un retour à la famille. Rêve au fond très nostalgique, comme si les changements qui se sont produits dans les dernières décennies pouvaient être plus ou moins annulés. Les évolutions que je vais vous présenter sont à la fois irréversible d'une certaine manière et limité. Et j'insisterai en particulier sur la contradiction qu'il continue à exister entre une forte demande contemporaine d'égalité des sexes et les limites bien réelles que rencontre la transformation des rapports entre les sexes dans la famille. Dans cette conférence, quelques grandes évolutions de la famille seront rappelées, donc le déclin du mariage et la transformation du fonctionnement du couple, c'est-à-dire l'idée que le déclin du mariage n'est pas la mort du couple, la transformation des trajectoires familiales et conjugales, c'est-à-dire l'idée qu'elles se diversifient et deviennent plus fluides en intégrant la réalité de la mobilité conjugale, le maintien du non-partage du travail domestique et familial. Ensuite, j'aborderai les effets que l'entrée massive des femmes dans le salariat a eu sur leur vie familiale ainsi que leurs limites, et les évolutions de la politique familiale qui se transforment à mesure que la famille change, mais de manière parfois ambiguë. Et en conclusion, j'insisterai sur le fait que les changements observés n'ont pas atteint leur terme, notamment en matière de rapport entre hommes et femmes. Les changements conjugaux contemporains, dans les pays occidentaux du moins, traduisent le passage d'une définition institutionnelle, ancienne du mariage, à une définition interne et largement subjective du couple. L'idéal et la pratique du mariage d'amour se sont d'abord imposés au début du XXe siècle. Le mariage d'amour impliquant d'une part que le mariage ne repose plus sur des arrangements, des négociations entre familles, mais sur le choix personnel des conjoints, et d'autre part que la seule et unique raison pour des conjoints de se choisir, c'est le sentiment amoureux. Dans les dernières décennies, l'idéal du mariage d'amour s'est progressivement dissous dans celui du couple d'amour, puisque le mariage, a été ébranlé. L'aspiration au couple ne recule pas, mais ce qui s'est produit, c'est un affaiblissement de l'organisation institutionnelle du mariage. En France, par exemple, le nombre de mariages, vous le savez, a fortement baissé depuis le début des années 70. Il est devenu très tardif parmi ceux qui se marient, puisque c'est 31 ans en moyenne pour les hommes au premier mariage et 29 pour les femmes. Tous ont déjà vécu une période de cohabitation et ils ont souvent déjà des enfants. Une part croissante d'ailleurs de ceux qui vivent en couple ne célèbrent plus de mariage et ils ont des enfants sans être mariés puisque 55% des premiers enfants naissent hors mariage. Enfin, les unions sont devenues moins stables puisque le divorce touche environ 40% des mariages. Plus informels, plus fragiles, ces couples se caractérisent aussi par un nouveau fonctionnement relationnel. Le couple contemporain se distingue moins, à mon avis, par la référence au sentiment amoureux, qui me paraît moins essentiel qu'on ne le dit assez souvent, que par la fonction dévolue à l'intimité sexuelle. La sexualité assume désormais un rôle tout à fait inédit dans la constitution puis dans l'entretien de la relation conjugale. Le rapport de dépendance qui liait naguère la sexualité au mariage a été complètement inversé. De l'institution matrimoniale donnant droit à l'activité sexuelle, on est passé à l'échange sexuel
moteur interne de la conjugalité. La sexualité est devenue une expérience interpersonnelle indispensable à l'existence du couple. Elle est devenue ainsi une des toutes premières manifestations du couple en train de se former, pas encore formé. Les conjoints ne se fréquentant plus des années comme naguère avant de passer à l'acte. Il est devenu par ailleurs à peu près impossible de concevoir une relation de couple qui dure sans activité sexuelle, alors que dans le mariage classique, il n'était pas scandaleux que des conjoints continuent à vivre en couple sans rapport sexuel après avoir eu des enfants. On est donc passé d'une construction institutionnelle du couple à une construction intersubjective dont l'intimité sexuelle est une des manifestations les plus caractéristiques. Paradoxalement, en dépit de cette nouvelle place de la sexualité, le couple contemporain est une réalité de moins en moins fusionnelle. Et le domaine des tâches ou des activités qui sont effectuées en commun par les conjoints, que François de Singly intitule le domaine conjugal, est en déclin relatif. Ce qui domine n'est pas le domaine conjugal, mais les domaines et intérêts individuels des conjoints et des tâches qui, pour la plupart, s'effectuent séparément. Dans le couple dit associatif ou individualiste, le fait qu'il y ait couple, outre la sexualité, vient plutôt de ce que des décisions sont prises ensemble. On discute sur les orientations, sur les gros achats, sur l'éducation des enfants, sur les lieux de vacances. Alors comment le couple se construit-il et se stabilise-t-il dans la durée? C'est une construction informelle, à petits pas, comme le dit Jean-Claude Kaufmann. Les habitudes et les objets jouent un grand rôle dans la consolidation, qu'il appelle aussi objectivation du couple. Les lieux également. C'est en se créant un environnement qui élargit leur ego, un environnement peuplé d'objets mais dont le conjoint fait partie, que les individus forgent à deux un couple plus résistant. Passé le temps de la découverte, la sexualité continue à faire pleinement partie de ces routines d'entretien d'un moi conjugal. Les enfants font également partie de ces objets nouveaux qui peuplent l'univers conjugal et le stabilisent. Le mariage a donc perdu son rôle central, comme l'ont perdu à d'autres titres l'emploi à vie ou le lieu où l'on habiterait toute sa vie. Les changements dans la famille entraînent des changements dans la temporalité des vies individuelles. Au lieu de voir la famille comme une institution ou un couple, on peut ainsi l'envisager comme un chemin que suivent les individus, une trajectoire, un parcours. La vie affective et conjugale se déroule de moins en moins de façon linéaire en fonction de l'âge. Les biographies des individus se sont diversifiées, fragmentées et sont devenues moins prévisibles. La durée de la période pendant laquelle les sujets sont sexuellement actifs s'est allongée, non seulement par une plus grande précocité dans la jeunesse, mais surtout, je dirais, par un prolongement, un allongement de l'activité sexuelle à des âges plus avancés. La probabilité de rester toute sa vie en couple avec la même personne, comme toute proportion gardée dans le même emploi, a fortement diminué. La hausse des ruptures conjugales n'entraîne pas, dans la même proportion, une hausse de la solitude conjugale ou sexuelle. La plupart des personnes qui se séparent forment en effet, à plus ou moins longue échéance, un nouveau couple. Ainsi, l'expérience d'une seconde, voire d'une troisième vie de couple devient fréquente, de même que l'expérience de périodes intermédiaires, qui peuvent être des phases de relation avec des partenaires plus occasionnels. Enfin, ceux ou celles qui ne forment pas de nouveaux couples après une première expérience ne sont pas condamnés à ne plus avoir de partenaire sexuel. Ainsi, les femmes de plus en plus nombreuses qui vivent en famille monoparentale après une séparation connaissent souvent ce qu'on peut appeler des relations amoureuses stables, sans partage de vie commune, qui les conduisent à opérer une distinction plus franche entre sexualité et conjugalité. Cette fluidité du déroulement de la vie conjugale et familiale a des effets différents pour les hommes et les femmes. Les femmes, par exemple, se voient toujours rappeler qu'il est important de faire des enfants et qu'il y a un âge pour le faire. Une fois qu'elles ont commencé à vivre avec leurs enfants,
Elle continue à le faire jusqu'à ce qu'il soit grand, malgré les changements éventuels de situation conjugale. En somme, il existe pour elle une sorte de continuité de la vie familiale avec une autre génération, qu'elle soit en couple marié, en situation monoparentale, en famille recomposée. Pour les hommes, la fluidité continue à avoir d'autres effets. La séparation conjugale représente une forte transition, voire une véritable coupure dans les relations des hommes avec leurs propres enfants, alors même que la majorité d'entre eux continuent à être en situation de couple à peu près permanente, malgré les changements de la vie. Du côté des enfants, on a déjà indiqué que le fait de naître hors mariage est devenu un lot banal. Cela ne signifie aucune instabilité particulière, puisque l'immense majorité d'entre eux sont reconnus par leurs deux parents et vivent avec eux. Les situations que vivent les adultes se reflètent ensuite du côté des enfants. Lorsqu'ils grandissent, les enfants passent de plus en plus par des situations de vie avec un parent seul ou de vie avec le nouveau conjoint d'un de leurs deux parents. À noter que les enfants qui vivent en famille monoparentale à la fin de l'adolescence, généralement avec leur mère, tendent à quitter le domicile parental plus tôt que les autres enfants. On a vu que le parcours familial des femmes ne coïncidait pas tout à fait avec celui des hommes. Qu'en est-il de la vie quotidienne et de la division du travail dans le couple ? Depuis quelques décennies, on le sait, une norme d'égalité entre les sexes dans la famille et le couple s'est diffusée, qui a commencé par le droit, en faisant disparaître l'autorité du mari et du père. Au plan des attitudes sociales également, un mouvement parallèle s'est produit qui valorise l'égalité, la communication, la négociation, le partage entre les conjoints. Plus récemment encore, sont apparues des politiques visant à favoriser l'implication des pères. Des changements importants dans le sens d'une plus grande co-responsabilité ont bien été observés dans le domaine des grandes décisions du couple, comme je l'ai dit. En revanche, d'après la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE, alors que des changements se sont produits dans la nature du travail domestique et que son volume s'est légèrement réduit, la division du travail entre hommes et femmes dans les couples n'a pratiquement pas bougé. Les femmes en couple consacrent en moyenne 5 heures par jour aux tâches domestiques et les hommes 2h40. Et la division entre des tâches répétitives et souvent considérées comme pénibles, principalement effectuées par les femmes, et des tâches plus gratifiantes et considérées en partie comme des loisirs, effectuées par les hommes, demeure. Les hommes n'ont pas commencé à prendre en charge les activités féminines. La seule pratique à laquelle les hommes consacrent plus de temps en 1999 qu'en 1986 est celle des courses et des achats, qui constituait déjà à l'époque une activité partagée avec les femmes et qui s'effectue, remarquez-le, à l'extérieur du domicile. Lorsque les conjoints sont célibataires ou jeunes mariés sans enfants, les écarts entre hommes et femmes sont faibles dans la nature des activités domestiques et le temps qu'ils leur consacrent. Le passage à la vie avec des enfants, en revanche, provoque une forte augmentation du volume des tâches et la mise en place d'une vigoureuse spécialisation et hiérarchisation entre les sexes. Un exemple est le suivi scolaire des enfants, responsabilité qui implique une charge quotidienne mentalement très prenante et qui est assumée par les femmes, l'aide de l'homme n'étant sollicitée, là comme ailleurs, que pour des soutiens ponctuels. La conséquence de cet état de fait est une surcharge globale de travail chez les femmes en couple, en additionnant travail domestique et travail professionnel, ou en d'autres termes, un déficit de temps libre par rapport à leur conjoint. La notion de charge mentale des femmes traduit bien la tension vécue, la difficulté à avoir du temps pour soi et le poids des demandes contradictoires qui pèsent sur elles. Dans les images et les représentations qui sont données des femmes aujourd'hui, celle de la bonne ménagère, principalement occupée par le fonctionnement de sa maison, ne fait plus l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, même si elle correspond à une réalité de leur vie quotidienne. Et les femmes savent bien qu'au moins en parole, elles peuvent prendre des distances à l'égard de ce rôle, même s'en moquer. En revanche, il leur est difficile d'échapper à l'image sociale tout aussi tyrannique de la bonne mère
éducatrice dévouée et disponible pour ses enfants, qui doit être d'ailleurs à d'autres moments de sa vie une bonne fille, soucieuse du bien-être de ses parents âgés. Les hommes se réfèrent bien de plus en plus à leur rôle paternel, mais il est toujours loin d'avoir les implications matérielles et identitaires de la fonction attribuée aux femmes, qui est tout à la fois une responsabilité maternelle, une responsabilité filiale, comme je l'ai dit, et une responsabilité domestique qui implique disponibilité personnelle et proximité physique. L'obligation sociale prégnante pour les femmes de s'engager personnellement dans les liens avec les autres générations et de veiller au fonctionnement de l'entreprise familiale au sens général est un des éléments qui contribuent à réduire leur investissement et leur disponibilité pour la sphère publique dans laquelle s'inscrit leur engagement professionnel. Beaucoup d'éléments ont pourtant contribué à modifier la situation sociale des femmes et à accroître leur autonomie dans le couple. Je ne parlerai ici aujourd'hui que des effets de la féminisation ininterrompue de la population active. La participation des femmes au travail salarié leur a donné tout d'abord une autonomie matérielle, contribuant à créer ce nouvel équilibre entre elles et les hommes. La voix au chapitre qu'elles ont acquise dans les décisions conjugales en est bien un des effets. L'autonomie des femmes se marque également au fait qu'elles peuvent désormais envisager beaucoup plus souvent et de plus en plus tôt dans l'histoire du couple la solution de la séparation, perçue comme moins traumatisante que le maintien d'une relation à tout prix. Par ailleurs, la participation beaucoup plus continue des femmes au marché du travail tout au long de leur vie leur permet d'obtenir, comme les hommes, un statut social distinct de leur statut familial, ce qui, par exemple, peut les conduire à calculer, en fonction de leur profession, le meilleur moment pour avoir des enfants, ou par ailleurs, qui réduit fortement les conséquences psychosociales qui étaient traditionnellement associées à la ménopause. En outre, le milieu de travail procure des réseaux sociaux et des possibilités de rencontres hors du milieu familial. L'activité professionnelle des femmes contribue ainsi à ce que la mobilité conjugale grandissante, liée aux séparations, puisse être également pour elles une mobilité sexuelle et que la rencontre de nouveaux partenaires puisse se prolonger à des âges avancés. Pourtant, la difficulté à concilier un double engagement dans un contexte où le partage du travail familial n'est pas une réalité entraîne une forte tension mentale quotidienne pour les femmes qui s'exprime par l'impression tout à fait confirmée qu'elles n'ont pas de temps pour elles. On peut sans doute considérer que les dépressions plus importantes chez les femmes que chez les hommes, de même que la forte consommation féminine de psychotropes sont une des manières de réagir à ces attentes contradictoires. À signaler aussi la récente montée du tabagisme chez les femmes. Dans un contexte où le soin des enfants après une séparation est très majoritairement à la charge des femmes, il convient d'observer que même lorsque celles-ci n'ont plus de conjoint à demeure, les tensions dans la vie quotidienne ne se relâchent pas. Dernier point, une spécificité de la France, je conclus vite, une spécificité de la France par rapport à d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni ou les pays du sud de l'Europe, est d'avoir une politique familiale ancienne et relativement généreuse. Est-ce que les changements dans la famille sont accompagnés de changements dans la politique familiale, que ce soit au niveau des modèles familiaux qu'elle se réfère ou des modes d'action qu'elle utilise? Jusqu'aux années 60, on le sait, la politique familiale française encourageait un modèle de couple traditionnel en aidant assez généreusement les familles où seul l'homme exerçait une activité professionnelle. À partir des années 70, elle a commencé à intégrer le paradigme de la mère qui travaille, d'abord dans une perspective de choix entre travailler ou élever des enfants, ou. Dans les années 80 et 90, nouveau tournant, les politiques dites de conciliation destinées à aider les femmes à entrer et à se maintenir sur le marché de l'emploi. Le moyen d'action principal de la politique familiale est devenu le soutien à la garde des enfants. Et par ailleurs, dans les années 90, timide mention de la participation des pères aux responsabilités aux responsabilités parentales comme objectif de politique. Bon.
Alors, pour accélérer et finir vite, je dirais que malgré tout, dans les moyens d'action de la politique familiale, il reste des outils très ambigus, comme l'allocation parentale d'éducation. Je ne vais pas développer ce point par manque de temps. Et je passe tout de suite à la conclusion, en insistant sur ce point qui, à mon avis, n'est pas toujours perçu à sa juste valeur, le fait que le mariage a bien cessé d'être l'institution centrale de la famille, ce qui est, je crois, plutôt le sens de l'expression employée par Irène Théry de démariage. C'est pas le divorce, c'est la perte de centralité du mariage dans la société. Le fait que le mariage existe toujours dans le droit ne veut plus dire qu'il définisse un modèle du fonctionnement familial. Même si les possibles se sont ouverts, notamment pour les femmes, dont les parcours de vie sont aujourd'hui infiniment moins contraints par leur assignation à un rôle familial, il reste que dans la vie quotidienne, elles vivent des situations de grande tension dans la mesure où leur disponibilité naturelle à la famille continue à être considérée comme allant de soi. Celle-ci demeure pour elles une astreinte permanente, alors que les hommes ont le droit de ne pas être de service tout le temps. Dans cette situation, on peut penser que les changements familiaux sont loin d'être achevés. Je vous remercie.